Alors, concernant les critères de diagnostic, donc on se base toujours sur la dernière classification internationale des céphalées qui date de 2018, donc c'est la 3e édition. Et donc, pour poser le diagnostic de tout type de céphalée, on se base sur cette classification. Alors, concernant les nouveautés en céphalée, donc je vais m'attarder surtout concernant tout ce qui est migraine de l'adulte, aussi bien pour le traitement de crise que ce soit pour le traitement préventif. Après, donc, je vais parler un peu sur la migraine de l'enfant et la migraine chez la femme, et je vais toucher un mot pour la névralgie de 5, pour l'intérêt de la neuromodulation dans les céphalées, et un petit mot sur la céphalée dans la période de Covid. Alors, je vous invite tous à lire ces deux articles, donc à les consulter, parce que c'est des articles qui décrivent très bien les différentes phases de la migraine, et donc cette meilleure connaissance de la physiopathologie donc a permis la découverte des nouveaux traitements. Alors, concernant le traitement de crise, alors il faut savoir que en traitant mal les crises de la migraine, donc égale plus de visites aux urgences et un risque de passage à la migraine chronique et aussi à l'abus des antalgiques. Alors, on sait que tous que les traitements, ils se basent sur des traitements spécifiques et des traitements non spécifiques. Donc, moi, je vais tarder sur les traitements spécifiques. Alors, les recommandations américaines, donc, ils insistent en 2021 à la proscription des opioïdes et les barbituriques et de respecter les règles de prescription, à savoir donc qu'il faut traiter tôt, donc il faut commencer le traitement de la crise très tôt par rapport à la survenue de céphalée, privilégier les médicaments qui sont auto-administrés par le patient, et quand on a un état de mal migraineux ou un patient qui présente des vomissements ou des crises d'emblée intenses, donc préférer la voie non orale. Et toujours donc vérifier la tolérance et la sécurité de médicaments par rapport au terrain du patient. Alors, il faut toujours donc penser à évaluer donc l'efficacité de traitement de crise. Il n'y a pas que le traitement de fond à évaluer son efficacité. On dit qu'un traitement efficace quand on a une disparition des céphalées au bout de 2 heures avec une rémission durable durant la journée. Et pour évaluer cette réponse, donc il y a des questionnaires. Alors, le questionnaire le plus adapté, le plus pratique en consultation, c'est un questionnaire qui reporte sur 4 questions. C'est le questionnaire, le Migraine Assessment of Current Therapy. Donc, c'est un questionnaire qui repose sur: est-ce que c'est un traitement efficace? Est-ce qu'après 2 heures de prise de médicaments, le patient est soulagé et peut reprendre son activité? Et côté tolérance, si on a un score inférieur à 2, inférieur ou égal à 2, donc c'est un traitement qui est jugé inefficace, et donc il faut penser à changer ce traitement de crise. Alors, pour les traitements de crise spécifiques, alors il y en a en premier les triptans. Donc, il y a 7 types de triptans. On les classe en 2 groupes. Donc, il y a le groupe de type 1 et le groupe de type 2 en fonction de mode d'action. Et donc, quand on a des patients qui font des crises qui sont d'emblée intenses, donc privilégier les triptans qui sont à gauche de groupe 1. Quand on a des patients qui font beaucoup de crises, plutôt les triptans du type groupe 2. Et quand on a des patients qui présentent des crises avec des vomissements, donc pensez à prescrire la voie nasale et la voie subcutanée, les sumatriptans et les sumitriptans. Alors, il y a aussi donc les dérivés ergotés qui sont indiqués en cas d'échec de triptan, en cas d'état de mal migraineux et quand on veut programmer un sevrage des abus antalgiques. Alors, concernant les nouveautés de traitement, donc il y a le zolmitriptan et le sumatriptan sous forme de patch. Il y a le silicoxib sous forme de solution buvable. Il y a le nouveau spray de dérivés ergotés. Et les 2 nouveaux traitements qui ont été approuvés par la FDA en 2020, c'est les ditans et les gipans. Alors, les ditans, c'est des agonistes des récepteurs sérotoninergiques, et ils ont un effet efficace sans avoir un effet vasoconstricteur, contrairement au triptan. Et donc, il y avait 3 essais qui ont été positifs, dans le sens où il y avait une disparition rapide des céphalées. Et ces études, ils ont inclus des patients qui ont des facteurs de risque. Et il s'est avéré à la fin des études que les patients qui ont des facteurs de risque, ils ont bien toléré ce médicament. Et donc, l'indication de ditans, il est prescrit quand on a un échec des triptans et quand on a des patients qui ont des facteurs de risque. Il ne faut pas oublier à dire à vos patients, après la prise de l'asméditan, donc il faut pas conduire 8 heures après la prise. Alors, le deuxième traitement, c'est les gipans, des antagonistes de récepteurs de calcitonine générolaptide peptide, qui est le neurotransmetteur principal dans le déclenchement des crises migraineuses. Et donc, on distingue 2 traitements par voie orale, c'est le lubrigipan et le gimigipan. Et les essais cliniques, ils étaient positifs en matière de disparition rapide de céphalée. Alors, pour les traitements de fond, donc, il y a les anticorps monoclonaux qui sont là depuis fin de 2018. Ils sont très efficaces, voire supérieurs par rapport aux bêta-bloquants, et ils sont non inférieurs par rapport aux anti-épileptiques. Alors, le seul problème, c'est surtout le problème du coût.
Alors, le rimégipant qu'on vient de voir, qui était initialement validé pour le traitement de crise, il s'est avéré qu'il est aussi efficace en étant comme un traitement de fond. Alors, pour les traitements non pharmacologiques, donc, il y a ce qu'on appelle la thérapie par venteuse, donc le hijama. Il y avait donc une revue de la littérature dont la conclusion était en faveur d'un effet positif par rapport aux traitements médicaux, mais il recommande de faire des essais cliniques de qualité. Alors on arrive à la migraine chez l'enfant, c'est une pathologie assez fréquente chez l'enfant. Il est considéré comme une première cause d'invalidité chez l'enfant avec un impact sur la scolarité et la qualité de vie. Alors son impact négatif, donc il était identique à celui du cancer et du rhumatisme articulaire aigu. Alors l'autre obstacle aussi face au diagnostic de la migraine chez l'enfant, c'est surtout que c'est un enfant donc il a des difficultés à s'exprimer et donc il ne faut pas hésiter à demander aux enfants de rapporter et d'écrire leurs symptômes à l'aide d'un dessin. Et donc là, on voit que c'est un enfant qui a décrit très bien ses symptômes. Donc il y a la photophobie, il y a la phonophobie, il y a le caractère unilatéral, il y a le caractère atroce et le caractère unilatéral. Et donc il y a un problème de ce diagnostic, il y a un problème aussi de prise en charge thérapeutique. Alors l'association américaine de pédiatrie, donc elle recommande aussi de donner aux enfants diagnostiqués migraine cette fiche destinée aux infirmières de l'école. Comme ça, le patient il est autorisé de quitter la salle à chaque fois qu'il a une crise migraineuse. Comme ça, il va prendre son traitement de crise, il va s'hydrater, il va se reposer avant de reprendre son activité scolaire. Donc, il y a ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter et les situations d'urgence et qu'est-ce qu'il faut faire. Alors pour les traitements, donc il y a l'ibuprofène pour les enfants, mais il y a aussi donc les triptans pour l'adulte. Et le triptan qui était approuvé pour les enfants qui sont âgés plus de 6 ans, c'est le rizatriptan. Alors pour le traitement préventif, donc il est indiqué pour les enfants à partir de 3 à 4 crises par mois. Donc c'est les antiépileptiques, c'est les bêta-bloquants et les antidépresseurs tricycliques. Mais la particularité de l'enfant, que le traitement pharmacologique il est toujours insuffisant et donc il faut toujours penser à l'associer à une thérapie comportementale et cognitive. Il ne faut pas oublier donc d'insister aussi sur la qualité de vie. Alors sur le dernier continuum de 2020, il y a un acronyme comme ça, on se rappelle de ce qu'il faut faire. Donc il faut insister sur la qualité de sommeil, sur la qualité de repas, donc avoir des aliments qui sont riches en légumes et une bonne réhydratation, sur l'activité physique, proposer des stratégies de relaxation et lister les différents facteurs déclenchants. Comme ça, on peut prévenir la survenue des crises. Alors on arrive à la migraine chez la femme, donc elle est plus fréquente chez la femme et chez la femme par rapport à l'homme pour des raisons hormonales. Et l'œstrogène était considéré comme un facteur protecteur. Donc on voit durant le cycle hormonal de la femme que au moment de pic d'œstrogène, donc on a moins de risque d'avoir des crises. Par contre, quand on a une chute de taux d'œstrogène, donc on a une augmentation de crise de céphalie. Alors pour les traitements, alors pour les facteurs de risque, donc la ménarche précoce, il est considéré comme un facteur de risque de migraine indépendamment des autres facteurs de risque. Alors il y avait aussi donc la discussion que la migraine chez la femme enceinte, il augmente le risque de faire une préclampsie et de faire des événements thromboemboliques. Et donc la société américaine propose de donner une faible dose d'aspirine pendant la grossesse chez les patientes migraineuses. Alors concernant les traitements de crise, donc depuis toujours on prescrit que le paracétamol, mais il s'est avéré à partir de 2021 que le triptan et une faible dose d'aspirine peuvent être aussi prescrits chez la femme enceinte. Alors pour la prévention de la migraine cataminiale, donc il faut donner des traitements à 1 à 2 jours par rapport à la date prévue de la survenue de la crise. Alors ce qui est prouvé son efficacité, c'est surtout le triptan et surtout le frovatriptan. Alors le naproxène est intéressant quand on a des patients qui présentent en plus de la crise cataminiale des dysménorrhées. Alors l'œstrogène n'a plus de place parce qu'il risque d'avoir un effet rebond. À l'arrêt d'œstrogène, donc il y a l'apparition des céphalies. Et bien sûr, quand on a un échec de ces 2 traitements, donc c'est l'indication de proposer un traitement de fond à base d'antiépileptiques ou d'autres molécules. Ça, c'est un tableau qui résume donc les différents traitements de crise cataminiale. Donc on arrive aux névralgies de Trijumeau. Alors les recommandations européennes insistent sur la réalisation systématique de l'IRM cérébral, même avec un examen normal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élément clinique pour dire que ce n'est pas une névralgie secondaire. Et donc, il faut faire une IRM systématique. Alors, ils ont rappelé la définition de névralgie trigeminale classique par rapport à la définition de névralgie idiopathique et la névralgie secondaire. Il y a aussi donc l'intérêt de réflexe trigeminal pour le diagnostic des névralgies secondaires quand on a des difficultés ou une contre-indication à l'IRM avec une sensibilité et spécificité assez élevée.
Alors pour les traitements, quand on a une crise assez intense, donc il faut penser à faire la perfusion de phosphophénytoïne. Et pour les traitements au long cours, donc c'était toujours donc, les antiépileptiques avec une préférence pour l'oxcarbamazépine parce qu'il est bien toléré. Alors le nouveau traitement qui a été approuvé en 2020, c'est la vixotrigine qui est un inhibiteur des canaux sodiques voltage dépendants avec une bonne efficacité et une meilleure tolérance. Alors on arrive à l'intérêt de la neuromodulation, donc de plus en plus on a une augmentation de la prescription de la neuromodulation dans les céphalées chroniques de tout type. Alors pourquoi cette augmentation de prescription? Parce qu'il y a deux avantages, qu'il n'y a pas de peu ou pas d'effet indésirable et il n'y a pas d'interaction médicamenteuse par rapport au traitement médical. Alors les différents types qui existent, donc en particulier il y a la stimulation non invasive du nerf vague qui a l'indication comme un traitement de crise mais aussi comme un traitement préventif, que ce soit pour la migraine, que ce soit pour l'algie vasculaire. La stimulation externe du nerf trijumeau qui a montré son efficacité pour le traitement de crise, et la stimulation transcrânienne à pulsation unique, aussi bien comme traitement de fond mais aussi comme traitement préventif. Alors ça c'est un tableau qui regroupe donc les différents traitements de neuromodulation avec les effets indésirables. Et on arrive aux céphalées dans la période Covid. Donc c'était un symptôme qui est fréquent comme mode de révélation, mais il y avait aussi des cas où la céphalie était le seul symptôme. Donc il n'y avait pas de fièvre, il n'y avait pas d'autres symptômes. Et alors l'explication des céphalies donc, était soit par un mécanisme direct, soit par un mécanisme indirect lié à l'hypoxie, à la déshydratation et au syndrome inflammatoire. Et le tableau caractéristique de céphalée pendant cette infection Covid, c'est surtout des céphalées intenses qui rappellent la crise migraineuse. Parfois, il est révélatrice de complications cérébrales comme la thrombose veineuse. Alors, il y a aussi donc la question, la relation entre céphalée et port du masque prolongé. Donc, il y avait beaucoup d'études sur ce sujet-là. Et donc, il y avait une étude qui a évalué donc, le risque de développer des céphalées, des troubles psychiatriques et un problème de somnolence diurne chez les personnels de la santé. Et donc, les résultats donc, étaient en faveur de le risque de développer des céphalées avec un pourcentage qui avoisine donc 50%. En plus aussi de troubles psychiatriques et de risque de faire une somnolence diurne. Alors les facteurs de risque pour faire ces complications, c'est surtout le sexe féminin, la durée prolongée du port de masque et l'usage des masques filtrants. Donc il y avait aussi donc une autre revue de littérature qui a montré les mêmes résultats, avec aussi un risque de développer ce qu'on appelle un syndrome d'épuisement induit par le masque. Et donc je vous remercie.